Passons tout de suite à la prochaine question. Donc, on va faire un. Nous avons eu beaucoup de questions au sujet des référendums d'initiative citoyenne. On va y répondre va y répondre à plusieurs questions en un seul coup. Donc, je vais vous les lire. Donc, bonjour Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la démarche du groupe France Insoumise en faveur d'une proposition de loi pour le RIC? Bonsoir Président. Pensez-vous que si le RIC est inscrit dans la Constitution, un RIC sur la question de l'appartenance à l'UE sera validé par le Conseil constitutionnel? Troisième question. Que pensez-vous des travaux d'Étienne Chouard sur le RIC et des attaques de nombreux journalistes dans les grands médias à son encontre? Quatrième question. Bonsoir et merci pour votre persistance. Pensez-vous qu'il soit possible et légal, selon les traités de l'UE, d'instaurer le RIC que les Gilets jaunes revendiquent? Et enfin, dernière question. Y a-t-il des différences entre le RIC revendiqué par les Gilets jaunes et le référendum d'initiative populaire du programme de l'UPR? Oui, alors, on a eu beaucoup de questions. Je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres encore. Vous avez retenu un panel de quelques questions qui étaient un peu différentes les unes des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire? On peut dire d'abord que il faut que les gilets jaunes, c'est-à-dire les Français, parce que encore une fois tout le monde peut être gilet jaune, il faut que les Français fassent attention. C'est une très bonne idée. Si j'ai proposé depuis 11 ans qu'il y ait 12 ans qu'il y ait un référendum d'initiative populaire, c'est que j'y crois. C'est que je pense qu'on ne demande pas suffisamment l'avis des gens. On doit demander beaucoup plus souvent, à mon avis, ce que pense le peuple. Voilà. Pas tout le temps, mais sur un plus grand nombre de sujets qu'actuellement. J'avais d'ailleurs, je rappelle, moi, proposé à la fois le référendum d'initiative populaire qui a été présenté et aussi le fait que le président de la République puisse avoir recours beaucoup plus souvent qu'actuellement au référendum, avec un système que je trouvais ingénieux, en tout cas c'était dans mon programme, c'était que le président de la République puisse poser des questions par référendum en annonçant d'emblée qu'il ne prendrait pas parti. Parce que je pense que c'est ça qui pose problème en France. Les référendums ont mauvaise presse en France depuis la famille Napoléon au XIXe siècle, parce que les deux Napoléon Ier et Napoléon III, ont fait des référendums qui se sont transformés en plébiscite, c'est-à-dire en soutien d'un homme en particulier. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce parfum un peu de suspicion, ce qui traîne. Lorsque De Gaulle a fait des référendums, on le lui a reproché. Je pense donc qu'il faudrait que le référendum, n'oublions pas qu'il y a déjà un référendum qui, lui, a déjà beaucoup fonctionné, hein, c'est le référendum lancé par le président de la République. Eh bien, je pense que le président de la République pourrait faire des référendums beaucoup plus souvent, mais en annonçant d'emblée qu'il ne prendra pas parti et qu'il appliquera fidèlement la décision du souverain, c'est-à-dire du peuple. Je pense que si le président de la République s'appliquait cette mesure, il pourrait régulièrement demander aux Français, parce qu'un président de la République, à mon avis, n'est pas quelqu'un qui est omniscient, c'est quelqu'un qui doit se mettre avec une certaine humilité et sagesse à la disposition du peuple mandataire, c'est-à-dire que c'est lui, le peuple, qui va décider. Par exemple, j'avais dit que moi je verrais très bien que le président de la République pose toute une série de questions sur les questions énergétiques, et puis que le peuple réponde oui ou non à l'arrêt des centrales nucléaires, oui ou non au développement des éoliennes, ou non, et que l'on ait des référendums d'ailleurs avec plusieurs questions. Et puis si le président de la République ne prend pas parti, il faut qu'il s'engage bien entendu, pendant tout le cadre de la campagne référendaire, à ne jamais ouvrir la bouche sur cette question. Mais s'il fait ça, ensuite il sera fondé à être le président de la République qui mènera la politique qui aura été déterminée par la nation, par le peuple. Alors, le référendum d'initiative citoyenne. Les référendums de cette nature font l'objet, il faut toujours regarder un certain nombre de choses. Là, premièrement, c'est les modalités de fonctionnement, c'est-à-dire comment ça marche, hein, combien faut-il avoir de personnes qui signent une pétition ou quelle démarche pour lancer le référendum. Ça, c'est donc la première chose. La deuxième chose, c'est le champ d'application de ce référendum. Et la troisième chose, c'est est-ce que ce référendum, après qu'il a été décidé par le peuple, doit passer au tamis d'une structure particulière.
Il faut savoir, je ne suis pas sûr que tous les gilets jaunes le sachent, que dans notre Constitution, je suis désolé, j'ai l'impression de donner un cours de droit constitutionnel, et il y a des internautes qui vont trouver ça rébarbatif, mais on est quand même bien obligé d'entrer dans le vif du sujet. Il y a dans la Constitution un article, qui est l'article 11, qui fixe les modalités du référendum. Et il y a une dizaine d'années, il a été ajouté justement déjà un référendum d'initiative populaire. Sauf que le référendum qui a été ajouté dans la Constitution il y a une dizaine d'années doit réunir des conditions tellement complexes que c'est très 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 difficile à mettre en œuvre. En pratique, il faut qu'il y ait 10% des électeurs inscrits qui le demandent. Or, comme il y a en gros 46 millions d'électeurs inscrits, ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait 4 600 000 Français et Françaises qui demandent le référendum. Alors vous imaginez quand même, c'est quand même pas facile d'avoir 4 600 000 personnes. C'est tout à fait excessif. À titre d'information, moi, dans le référendum d'initiative populaire que j'avais présenté dans mon programme l'année dernière, il n'y en avait pas beaucoup d'autres candidats, d'ailleurs, je crois, qui avaient proposé la même chose. Moi, j'avais proposé 500 000 personnes. J'avais proposé 500 000 personnes, 500 000 électeurs inscrits, qui valideraient leur demande en allant signer dans une mairie. Ça n'est déjà pas si facile que ça, hein. Faire se déplacer 500 000 personnes, aller en mairie pour remplir un formulaire pour dire qu'on valide, qu'on demande l'organisation d'un référendum, ça n'est pas si facile que ça. Mais je pense que c'est quand même pas inaccessible. Alors que 4 600 000 personnes, c'est vraiment déraisonnable. C'est vraiment, ça marche pas. Et puis c'est pas tout. C'est que dans le référendum prévu aujourd'hui, dans l'article 11 de notre Constitution aujourd'hui, il faut qu'il y ait également 20% des députés ou des sénateurs qui approuvent ce projet. Ce qui signifie, en gros, 186 députés ou sénateurs. Un mélange des deux. Il faut qu'il y ait 20% de la représentation nationale à députés et sénateurs mélangés. Donc ça vient encore en plus. Pour l'instant, ce référendum n'a pas eu lieu. Donc actuellement, les procédés pour avoir un référendum, c'est soit l'initiative du président de la République, soit une initiative de la majorité de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est En Marche, donc on peut l'oublier. Soit le référendum d'initiative populaire qui figure à l'article 11, mais dont les conditions sont quand même extrêmement compliquées à réunir. D'où l'idée qui a germé de lancer un référendum. Alors on change le nom, citoyen ou populaire, peu importe. L'idée de voir un référendum qui soit plus facile d'accès. Je suis allé voir ce que proposait France Insoumise, et qu'il y a des choses qui sont pas bêtes, d'ailleurs, qui sont pas mal. Moi, je fais pas d'opposition systématique. Quand France Insoumise fait des choses qui sont pas bien, je dis que, à mon avis, pourquoi c'est pas bien. Quand il y a des trucs qui se disent, qui me paraissent plutôt bien, plutôt intelligents, je trouve que c'est pas mal. Alors, je sais pas si c'est France Insoumise qui a repris ça à Étienne Chouard ou autre, mais l'idée, par exemple, d'avoir différentes modalités de référendum abrogatoire pour abroger une loi, par exemple, ou révocatoire pour révoquer une personne, etc., ou constituant pour lancer une assemblée constituante, tout ça, ce sont des éléments qui, je ne trouve pas ça absurde. Si j'ai bien vu, mais peut-être que je suis pas tout à fait au dernier cri, mais il m'a semblé voir, quand je suis allé sur le site de la France Insoumise, qu'ils avaient mis en ligne une demande pour faire de soulever des idées, et qu'ils avaient mis que le référendum d'initiative citoyenne serait déclenché après un nombre défini de Français. C'est-à-dire que pour l'instant, dans leur projet, ils ne se mouillent pas. J'ai quand même vu, me semble-t-il, mais je parle peut-être que j'ai regardé un peu rapidement, mais il me semble que pour ce qui concerne le référendum constituant, ils ont avancé le pourcentage de 5%. 5% des électeurs inscrits, c'est moins que 10%, mais ça fait quand même beaucoup aussi. Hein, ça fait 2 300 000. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est savoir effectivement quelle modalité. La deuxième chose à faire ensuite, c'est est-ce que ça doit être validé, comme c'est actuellement le cas. Actuellement, ça doit être validé par des 186 députés ou sénateurs. Je me rappelle par exemple qu'en Autriche, il y a 3 ans, je crois, un référendum d'initiative citoyenne, parce que le système existe en Autriche,
où il fallait réunir, je crois, quelque chose comme 200 000 ou 250 000 signatures, 200 000. Et donc c'était pour sortir de l'Union européenne, pour que l'Autriche sorte de l'Union européenne. Et puis, en Autriche, le système est un système avec un filtre qui est le Parlement. L'Assemblée de Vienne en Autriche. Et là, les députés ont pris connaissance du projet et ont dit non, ça ne nous intéresse pas, et donc il a été mis au panier. C'est-à-dire que voilà un scandale démocratique supplémentaire, ça s'est passé en Autriche, c'est qu'il y avait un mouvement de citoyens qui voulaient sortir l'Autriche de l'Union européenne, et ça a été retoqué, bien qu'ils aient eu les 200 000 signatures fatidiques, ou 250 000, ou 300 000, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était 200 000, bien qu'ils aient eu les signatures fatidiques, ça a été retoqué par les députés. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le projet actuellement mis en avant avec les Gilets jaunes est un projet de longue haleine. C'est comme la procédure de destitution. Hein. Je n'ai pas dit que la procédure de destitution dont je parlais tout à l'heure allait être une vallée de roses. Mais la procédure de destitution, elle est quand même assez rapide puisqu'il faut avoir 58 députés. Il y a eu 70 députés qui ont voté la motion de censure. Donc normalement, ça devrait être facile d'avoir 58 députés et 35 sénateurs pour lancer cette procédure de destitution qui aurait l'immense mérite que tous les Français seraient amenés à prendre connaissance, notamment de notre dossier, et que tous les médias nationaux et internationaux seraient amenés à parler de ça. Et notamment de la violation systématique de notre Constitution par une espèce de laisser-aller général. On ne respecte plus les textes de la Constitution. Pour ce qui concerne le référendum d'initiative citoyenne, comment faut-il faire? Les gens qui réclament ça dans la rue, en demandant comme slogan référendum d'initiative citoyenne, je les comprends. Moi, je suis pour. Mais ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que ils ne peuvent pas, ça peut pas se décider comme ça. Il faut une réforme de la Constitution. Ou alors, évidemment, je ne parle pas du cas où il y a une révolution, les gilets jaunes investissent les palais nationaux, mettent en prison, à la prison du Temple ou à la conciergerie, là où avait été emprisonné Louis XVI et la famille royale, ils mettent en prison le président de la République, à la conciergerie, etc. Bon, ça, ce scénario, je sais pas, tout peut arriver dans la vie, mais le scénario d'un processus révolutionnaire n'est quand même pas, a priori, encore le plus probable. Ce qui est le plus probable, en revanche, c'est que le gouvernement veuille lâcher du lest. Mais il faut vraiment faire très attention au fait que si on s'inscrit dans la légalité, il va falloir réformer la Constitution. Donc il y a déjà un premier... Il va falloir attendre plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, pour avoir une réforme de la Constitution. Deuxièmement, énormément de forces, notamment les forces européistes, vont agir pour essayer de vider de substance ce projet de référendum d'initiative citoyenne. Par exemple, en exigeant... alors, ils vont pas pouvoir refaire le coup des 4 600 000 électeurs, mais par exemple, 5%, 2 300 000 personnes inscrites sur les listes électorales, c'est quand même beaucoup. Troisièmement, ils peuvent installer un filtre à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour permettre d'enlever ça. Quatrièmement, ils peuvent aussi retirer certains sujets, et même beaucoup de sujets. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse comme ça d'emblée à la question. Il y a une des questions qui me demande est-ce que le référendum d'initiative citoyenne pourra ou non proposer le Frexit? J'ai envie de dire ça dépend des Français et ça dépend de leurs députés et de leurs sénateurs. Normalement, dans l'absolu, rien n'interdit qu'un référendum soit organisé pour sortir de l'Union européenne. La meilleure preuve, c'est ce qui a été fait au Royaume-Uni avec le Brexit. Donc dans l'absolu, rien ne l'interdirait. Mais quand je vois que M. Bayrou, qui est quand même un ultra-européiste, trouve que cette idée de référendum citoyen est tout à fait satisfaisante, quand j'entends que Mme Ségolène Royal dit la même chose, moi je n'ai pas oublié ce qu'avait dit Mme Ségolène Royal quelques semaines après le vote du Brexit au Royaume-Uni. Elle avait dit à la télévision, tout le monde pourra retrouver ce passage absolument incroyable, où d'un rire presque machiavélique, Mme Ségolène Royal avait dit qu'il était hors de question d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne, parce que il était bien connu que les Français
votaient à un référendum pour une autre question que la question posée. Ça fait partie de ces espèces d'affirmations gratuites. Moi, je suis désolé, en 2005, au moment du référendum sur la Constitution européenne, où je rappelle 55% des Français ont voté non, moi j'ai voté non, et j'ai voté non en parfaite connaissance de cause. Je savais que je ne votais pas non à l'organisation d'une surprise party à l'Élysée. Je savais que je ne votais pas non à une réforme drastique de l'impôt sur les sociétés. Je savais que je votais non au traité de la Constitution européenne. Voilà, je le savais. Je pense qu'il y a des millions de Français qui le savaient comme moi. En attendant, lorsque je vois que Madame Ségolène Royal, maintenant, s'entiche de ce référendum, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Voilà ce que je me dis. J'espère qu'il n'en est rien. En tout cas, les gilets jaunes et les Français qui me font confiance, eh bien, j'essaierai, au cours des semaines qui viennent, d'être toujours là, à leur service, pour essayer de leur dire « Faites attention, là vous risquez de vous faire avoir. Faites attention dans le choix des sujets, dans l'exclusion de certains sujets. » Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de sélection. Pas non plus. C'est là où le sujet devient compliqué. Parce que moi, j'ai pris le parti de dire la vérité. Donc je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'on ne peut pas non plus autoriser un peuple à avoir, par exemple, un référendum révocatoire du président de la République tous les mois. Enfin, ça serait l'enfer. Ça ne marcherait pas. Il y aurait plus de vie politique possible. C'est évident. On peut pas non plus demander, c'est en tout cas très difficile de demander des choses qui seraient extrêmement démagogiques. Hein. Par exemple, de supprimer tous les impôts et toutes les taxes. Bon, quoique, finalement, on pourrait le demander parce que moi, je suis quand même de ceux qui font confiance au peuple. Et je pense que finalement, il y aurait une majorité de Français qui diraient non, ça peut pas marcher si on a plus de taxes. Voilà. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, moi je parle de ce que je connais, c'est-à-dire le programme que j'avais présenté aux Français l'année dernière, j'avais proposé que le référendum d'initiative populaire puisse aborder tous les sujets, sans exclusive, aussi bien révocation d'un président, d'un ministre, d'une loi, etc. Mais j'avais précisé que je pensais qu'il fallait que ce soit validé par le Conseil constitutionnel. Et pourquoi cela ? Parce que imaginons un référendum qui veuille, qui dise voilà, il faut abolir la République. Bon. Je rappelle que dans la Constitution, il y a un article dont je me rappelle plus le numéro qui dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'un référendum. C'est peut-être d'ailleurs dans l'article 11. Bon. Donc, moi je pense que dans ce genre de situation, il faudrait qu'il y ait un référendum pour modifier la Constitution. Et une fois que la Constitution est modifiée, à ce moment-là, on vote, par exemple, pour l'instauration d'une monarchie. Donc moi, je suis toujours en faveur du fait que c'est le peuple, au dernier recours, qui doit avoir le dernier mot. Mais je pense qu'il y a des sujets qui font l'objet d'un très gros consensus dans la société française, qui sont en quelque sorte garantis par la Constitution. Et je pense que de ce point de vue-là, le fait d'avoir un filtre par le Conseil constitutionnel pourrait se justifier. Mais c'est tout. Alors certains me diront, oui, mais alors on fait comment pour sortir de l'Union européenne, puisqu'il y a un article, je crois que c'est le 88 alinéa 2, qui pose que la France fait partie de la construction européenne. Ben, rappelez-vous, je vous renvoie à ma conférence qui a maintenant 3 ou 4 ans, qui s'appelle Le jour d'après, où j'avais dit qu'il faudrait lancer dès mon élection à l'Élysée, il faudrait lancer dès mon élection une réforme de la Constitution pour abolir cet article 88 alinéa 2 qui, si on veut respecter les règles constitutionnelles, empêcherait la France de sortir de l'Union européenne. Mais j'avais bien précisé que dans la mesure où ça se situerait dans la foulée de mon hypothétique élection, il ne faisait pas de doute, à peu près aucun doute, que la majorité des Français se prononcerait pour la suppression de cet article dans la Constitution. Voilà, j'espère être assez clair. Je répète. 1, je suis pour le principe de référendum d'initiative populaire, d'initiative citoyenne, ou comme on veut. 2, je trouve qu'il ne doit pas y avoir de sujet tabou, que tous les sujets doivent pouvoir être abordés. 3, je pense que c'est quand même... Il faut quand même qu'il y ait quelques petits garde-fous. Par exemple, moi je reconnais qu'il faudrait qu'il y ait, par exemple, on ne puisse pas révoquer
par exemple, un président de la République et pas un référendum révocatoire plus d'une fois par mandat. Un mandat de 5 ans, par exemple, que ça soit au bout de 2 ans et demi. Je crois que d'ailleurs c'était ce qui existait au Venezuela. Je pense parce que sinon on risquerait vraiment d'avoir en permanence une situation politique beaucoup trop instable. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps aux titulaires de la fonction de s'acclimater à la fonction et d'avoir des premiers résultats. Je pense que l'on pourrait aussi envisager d'abroger une loi ou de forcer le gouvernement à procéder à un référendum. Par exemple, voilà, je trouve que je l'ai mentionné moi-même, le pacte de Marrakech devrait faire l'objet d'un grand débat à l'Assemblée nationale et devrait faire l'objet d'une ratification par le peuple, par un référendum. Voilà ce que je pense. Je suis pour le principe. Je dirais aux Gilets jaunes et aux Français de façon générale de se méfier beaucoup des applications parce que de toute façon, ça sera long à obtenir, puisqu'il faut une réforme de la Constitution. Et deuxièmement, parce que toutes les forces vont être là. J'ai entendu aussi M. Moscovici, le commissaire européen de nationalité française, qui est venu pointer le nez pour dire qu'ouh là 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 là, il fallait pas toucher. Par exemple, il ne voudrait surtout pas, bien entendu, qu'il y ait un référendum sur la sortie de l'euro, un référendum sur les critères de Maastricht, un référendum contre le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Évidemment, là, c'est toute la dictature européiste qui tremble sur ses bases. Donc je pense que le projet de RIC, eh bien, il sera, s'il devait avancer, et mon avis, tout sera fait pour empêcher les Français de pouvoir se prononcer sur tout ce qui concerne les questions européennes. Il y aura des artifices qui seront trouvés. À nous, à vous et à nous, à tous ensemble, d'être très attentifs et de ne pas marcher dans cette combine. Si on ne marche pas dans cette combine, alors là, effectivement, ça sera bien. Je dirais donc en un mot que le référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, c'est très bien, à condition qu'il y ait en même temps la sortie de l'Union européenne. Parce que sinon, on risque d'ailleurs de se retrouver devant des scénarios complètement inextricables. Imaginons par exemple que la France reste dans les traités de l'Union européenne avec des contraintes fixées par la Commission européenne qui sont de plus en plus drastiques, par exemple en matière budgétaire, etc., etc., et qu'au même moment on ait un système de référendum qui fasse voler en éclats les contraintes budgétaires. Le gouvernement, l'État se retrouverait complètement écartelé entre deux obligations juridiques contraignantes, contradictoires l'une avec l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention et que moi je me méfie beaucoup de ceux qui proposent un référendum d'initiative citoyenne sans sortir de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de désillusions qui sont à la clé.